Bonsoir, chers candidats. Encore Monsieur Diallo, professeur certifié de sciences économiques et sociales en service au lycée Seydina Issa Rouhoula, ex-LPA, à la cité Fadia, aux Parcelles Assainies à Dakar. Voilà, je compte poursuivre mes vidéos, toujours par rapport au programme de la terminale L2. C'est bon de le préciser, puisque certains de mes candidats en terminale STEC suivent aussi mes vidéos pour faire un peu la différence. Seulement, le thème croissance et développement est un thème qui intéresse aussi la terminale STEC, d'autant plus que deux épreuves entre 2019 et 2023, il y a eu deux épreuves qui portent sur la croissance. Voilà, donc c'est une raison de plus. Et c'est aussi un thème en première STEC, c'est le dernier chapitre, le dernier thème, j'allais dire. Et tout le monde est censé savoir que le bac porte sur le cycle. Et c'est la raison pour laquelle, si on vous donne des épreuves qui portent sur le programme de seconde ou première STEC, sachez que l'épreuve n'est pas hors sujet. Voilà, le bac porte sur le cycle, encore une fois, c'est de la seconde à la terminale. Voilà, du coup, j'aimerais préciser que ma dernière vidéo portait sur les facteurs de la croissance. Et j'avais précisé dès la première vidéo le plan que j'allais suivre. Que pour traiter la croissance, j'avais précisé qu'on commence par définir la croissance et donner les concepts de base. Ensuite, on va mesurer la croissance, mettre en exergue les facteurs qui permettent de la réaliser, partie que je viens de terminer par la dernière vidéo. Et aujourd'hui, je compte traiter les effets de la croissance. Quand on parle d'effets de la croissance, évidemment, il s'agit ce dont pourquoi les pays sont tenus de rechercher la croissance, mais aussi la croissance est recherchée à quelle fin. Du coup, naturellement, si toutes les économies ont pour objectif aujourd'hui la croissance et le développement, c'est pas fortuit de choisir ce thème, c'est parce que seule la croissance et le développement sont susceptibles d'améliorer les conditions de vie des populations. Voilà une raison suffisante pour on peut parler des effets, parce que si la croissance est recherchée naturellement, c'est pour ses bienfaits. Si elle n'en avait pas, on n'aurait pas la raison de rechercher une croissance. Voilà, donc la croissance est recherchée pour ses avantages, mais aussi il faut reconnaître qu'aujourd'hui elle porte préjudice à l'humanité. Voilà, pour les raisons qu'on va évoquer plus tard, pour ne pas mélanger les pédales un peu. Donc si on commence par les avantages de la croissance, qu'on appelle aussi les effets positifs, les bienfaits de la croissance, il s'agirait peut-être de commencer par l'augmentation de la production, parce que par définition, toute croissance signifie augmentation de la production de richesse dans une économie. Du coup, en période de croissance, on note une augmentation de la production de biens et services. Et cette augmentation de la production des biens va favoriser une création d'emplois. Voilà, une création d'emplois qui va favoriser une distribution de revenus en termes de salaire. Naturellement, si la richesse créée augmente, si l'entreprise parvient à créer plus de valeur ajoutée et donc plus de richesse,
elle crée beaucoup plus d'emplois, ça augmente les revenus versés en termes de salaire. Du coup, les recettes fiscales de l'État pourront augmenter, ce qui sera favorable à la construction d'infrastructures indispensables à la satisfaction des conditions de vie des populations. Du coup, c'est une chaîne, c'est toute une chaîne de l'augmentation de la production en passant par la création d'emplois, la distribution de revenus en termes de salaire, en termes de bénéfices, en termes d'impôts, va favoriser à la fois la construction d'infrastructures sanitaires, scolaires et sociales, mais aussi l'amélioration des conditions de vie à travers la distribution de revenus qui pourront réduire la pauvreté. Donc, ces éléments que je viens de citer constituent un peu les avantages de la croissance sur le plan économique. Sur le plan économique, et dans la structuration, naturellement, quand on traite les effets, on mettra à grand temps les avantages de la croissance économique. Et c'est une première phase qui va préciser que ces avantages sont remarquables aussi bien sur le plan économique que sur le plan social. Donc, j'ai tantôt cité les avantages sur les structures économiques et j'insiste pour que le candidat puisse démarrer par les structures économiques parce que ce sont ces transformations structurelles sur le plan économique qui vont provoquer des mutations sociales. Voilà, souvent je dis à mes candidats qu'on ne peut pas mettre les charrues avant les bœufs. Un exemple simple. Je ne peux pas parler de diminution du chômage sans pour autant que je ne parle de création d'emplois, parce que c'est la création d'emplois qui provoque une baisse du chômage. Voilà, donc je commence par les transformations structurelles. Si on dit transformation structurelle, on veut faire allusion au changement sur le plan économique, notamment l'augmentation de la production de richesses, l'augmentation des emplois créés, la construction d'infrastructures sanitaires, hôpitaux, laboratoires, pharmacies, centres de santé, tout ce qui tourne autour de la santé, la construction d'infrastructures scolaires, notamment voilà, du jardin d'enfants, en passant par les écoles primaires, les CM, les lycées, jusqu'aux universités, sans oublier les écoles de formation, pour améliorer le savoir des populations et leur permettre d'avoir une qualification. Mais aussi les infrastructures d'assainissement, il ne faut pas l'oublier, c'est par rapport au cadre de vie. Je dis qu'il est invivable. Bon, une maison sans toilette est invivable. Donc, naturellement, ça fait partie des éléments qui améliorent les conditions de vie des populations, surtout l'urbanisation que la croissance est susceptible de créer. On a besoin donc d'infrastructures pour accompagner l'installation des populations. Donc, du coup, la croissance admet beaucoup d'avantages, voilà, sans omettre que la hausse des emplois, c'est un avantage sur le plan économique, mais qui suscite beaucoup d'effets sur le plan social. Voilà. Du coup, si on réunit ces avantages sur le plan économique, on pourra, par analogie, retenir les effets sur le plan social. D'abord, la hausse des revenus provoque une augmentation du pouvoir d'achat des populations qui perçoivent des salaires ou des bénéfices. Quand le pouvoir d'achat des populations augmente, ça améliore leurs conditions de vie. Ça réduit du coup la pauvreté naturellement. La croissance est source de baisse de la pauvreté. La croissance permet de réduire la pauvreté par la hausse des revenus. Mais aussi, la création d'emplois est susceptible de réduire sensiblement le taux de chômage. Et l'on sait que la baisse du taux de chômage va renforcer la stabilité sociale et politique, tout en sachant qu'un chômage élevé est capable d'accroître l'insécurité et l'instabilité sociale. Du coup, la baisse du chômage renforce la stabilité sociale, qui est un gage de développement durable.
mais aussi en période de croissance. L'usage, par exemple, des progrès techniques et de leurs innovations va réduire la pénibilité du travail. Le travail devient moins difficile et du coup, ça va augmenter le temps de repos et de loisirs, ce qui peut améliorer en fait les conditions de vie, ce qui peut permettre à l'individu de s'épanouir davantage, tout en sachant que le développement n'est pas seulement un développement au plan économique, mais l'objectif du développement au plan économique est d'impacter, d'avoir son impact sur le plan social par rapport à la satisfaction des populations. Voilà, d'autant plus que la satisfaction n'est pas seulement matérielle, mais aussi et surtout l'aspect social est d'une importance capitale. Voilà, l'épanouissement, la liberté, la capacité à pouvoir améliorer davantage les conditions de vie. Voilà, vivre dans un milieu où une maison électrifiée qui est alimentée en eau potable, en électricité, dans laquelle il y a, comme l'adage, comme on le dit, il y a des commodités, des choses qui peuvent ne pas exister. Voilà. Du coup, la croissance, quand même, admet beaucoup d'avantages. Je terminerai peut-être par la tertiarisation qui est d'une importance capitale sur le plan économique. J'ai tantôt omis parce qu'en période de croissance, on note un développement des villes et des bidonvilles. Cela suscite un peu un exode rural, les populations qui se déplacent des campagnes vers les villes à la recherche de meilleures conditions de vie, mais aussi l'usage des progrès techniques qui à court terme détruisent des emplois, comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, renforce en fait l'exode rural. Du coup, on note une tertiarisation de l'économie, un développement des secteurs secondaires, mais surtout le secteur tertiaire. Voilà, puisque la main-d'œuvre quitte le secteur primaire, généralement le secteur primaire est fréquenté beaucoup plus dans le monde rural. Donc, dès qu'il y a un déplacement de la population active du secteur primaire vers les autres secteurs, les activités aussi deviennent concentrées vers ces deux secteurs-là, ce qu'on appelle la tertiarisation de l'économie. Voilà, la structure du PIB se modifie parce que le secteur primaire perd des activités, diminue en fait en termes de pourcentage, et on a une hausse du secteur secondaire, mais surtout tertiaire, tout en sachant que le développement du secondaire provoque un développement du tertiaire. C'est très simple. Voilà, les banques se nourrissent des entreprises. Donc, si les entreprises se développent, les banques vont se développer. Et le développement des banques va provoquer ipso illico le développement des entreprises parce que tous les prêts accordés par les banques seront assurés. Voilà. Du coup, les entreprises d'assurance se développent avec les banques, ainsi de suite. Voilà, une multiplication, une explosion, j'allais dire, des services. Voilà, comme dans tout État émergent ou développé. Voilà donc sur le plan social les répercussions des mutations économiques. Et la deuxième partie, en fait, des effets de la croissance, c'est par rapport aux inconvénients. Parce que certes, la croissance et le développement sont susceptibles d'améliorer sensiblement les conditions de vie des populations, d'améliorer leur santé, ce qui accroît l'espérance de vie à la naissance, d'améliorer leur savoir et leur savoir-faire, ce qui leur permet d'avoir une qualification poussée et de pouvoir gagner davantage de revenus pour survivre, mais aussi la croissance aujourd'hui menace la vie sur Terre à travers ces inconvénients. D'accord? Quand on parle d'inconvénients de la croissance, on fait allusion aujourd'hui aux effets pervers. Effets pervers, ça veut dire des effets inattendus, parce qu'en réalité, on ne produit pas pour polluer, mais tout en produisant, on pollue involontairement. Ça, il faut le comprendre, involontairement. Parce que tout simplement, la technique de production disponible
les stratégies utilisées, naturellement, provoquent une pollution. Mais même si aujourd'hui on est en train, avec la recherche scientifique et technique, d'user de méthodes moins polluantes ou par rapport à certaines pratiques, à certaines mesures prises par l'État, comme le principe du pollueur-payeur, on a tendance à limiter la pollution, à avoir toutes les formes, toutes les stratégies, toutes les méthodes qui pourront quand même nous permettre de produire sans trop polluer. Mais tout le monde sait que la production va avec la pollution. Du coup, on les appelle affaires pervers, des externalités négatives. Voilà. Comme aussi on peut en avoir des positifs sur le plan des progrès techniques, on l'avait dit. Maintenant, ces mêmes effets pervers peuvent s'appeler coût de la croissance. Pourquoi coût? Parce que tout coût avec COU chapeau TS, évidemment, parce qu'on supporte, c'est ce que l'on supporte pour bénéficier des avantages de la croissance. Si vraiment, en Wolof, on dira si vraiment on veut bénéficier des bienfaits de la croissance, de l'augmentation de la production, de la hausse des revenus, de l'amélioration des conditions de vie, on doit accepter d'épuiser des ressources, on doit accepter de détruire l'environnement à travers la pollution, on doit accepter de polluer les mers qui provoquent la disparition des ressources halieutiques, on doit accepter de détruire la forêt parce qu'on a besoin de bois et de charbon, surtout dans le monde urbain. Voilà pourquoi aujourd'hui il est important de parler un peu de ces inconvénients-là. Voilà. Déjà, j'ai ébauché le sommet en disant que on sous-entend dans ce que j'ai dit que la croissance admet des effets néfastes, des effets négatifs, des inconvénients, des méfaits sur les ressources d'abord. Parce que en période de croissance, on note une accélération des activités de production. Et qui dit accélération de la production dit consommation davantage d'énergie, de matières premières et de ressources minières et énergétiques. La consommation intensive de matières premières, de ressources minières et énergétiques peut être un danger pour les générations futures parce que ça peut provoquer un épuisement de certaines ressources qui ne sont pas renouvelables. Le cas du pétrole, le cas du gaz, le cas du fer, le cas de l'or, du diamant, des phosphates, entre autres. Toutes les ressources minières et énergétiques sont non renouvelables. Du coup, il est difficile un peu d'être équilibré entre un fameux débat qui dit qu'il est difficile de concilier économie et écologie. Et là, j'ai un peu anticipé, mais après avoir montré que la croissance détruit l'environnement, on verra que quand on cherche, quand on se fixe des objectifs économiques, on peut porter préjudice à l'environnement. Mais si aussi on veut trop préserver l'environnement, on porte préjudice à la croissance. Voilà. Donc la croissance admet des effets pervers sur les ressources parce qu'elle provoque une destruction des ressources, surtout non renouvelables, ce qui menace un peu les générations futures. C'est d'ailleurs pourquoi aujourd'hui, on parle de développement durable. Voilà, exploiter certes les ressources, mais de façon rationnelle pour ne pas porter préjudice aux générations à venir. C'est la stratégie de développement durable ou soutenable. Par ailleurs, la croissance est source de destruction de l'environnement. La croissance pollue l'atmosphère, une pollution de l'air à travers la fumée, à travers l'effet de serre des gaz toxiques qui provoquent une destruction de la couche d'ozone, source de réchauffement climatique et de catastrophes naturelles. Mais aussi la pollution des mers par les déchets chimiques déversés par les grandes industries, ce qui provoque la disparition non seulement des ressources halieutiques, non seulement la disparition des ressources halieutiques, mais aussi la prolifération des maladies cardiovasculaires, sources de décès précoces. Enfin, sur le plan de l'environnement, la croissance détruit l'environnement parce que le développement des villes et des bidonvilles est source d'utilisation intensive de bois et de charbon. Et
qui parle d'utilisation de bois et de charbon parlera de destruction de la forêt. Il faut abattre des arbres pour les transformer en meubles, en table-banc, en charbon. Le développement des villes provoque une forte demande à ces produits, ce qui va provoquer une déforestation à outrance, une disparition de la faune et de la flore, et une baisse de la production agricole, animale et végétale. En outre, la croissance est source de menace de l'humanité. Voilà, on peut le résumer ainsi, menace de l'humanité, parce que la croissance est source d'individualisme. Je veux dire, en période de croissance et de développement, on note de plus en plus un développement de l'individualisme au détriment de l'esprit de groupe. L'homme n'est plus considéré pour ses qualités morales et religieuses, mais pour les richesses matérielles qu'il dispose. Mais aussi, la croissance creuse les inégalités. On constate qu'en période de croissance, on note de plus en plus une aggravation des inégalités entre les riches et les pauvres. On dit que si les conditions deviennent difficiles, les riches qui ont les moyens d'investir et d'augmenter leurs revenus futurs s'enrichissent, là où les pauvres s'appauvrissent. Du coup, la croissance creuse les inégalités. Le fossé, c'est-à-dire l'écart entre les riches et les pauvres, s'élargit davantage, source de marginalisation et d'exclusion des couches les plus vulnérables. Voilà, ça c'est un inconvénient de taille, et c'est pourquoi dans beaucoup d'États, on tente un peu débaucher des solutions par rapport à la déforestation. Il faut un reboisement, mais surtout par rapport aux inégalités, il faut une redistribution du revenu national en faveur surtout des couches les plus défavorisées. C'est ce qu'on appelle des politiques sociales. Le cas du Sénégal, c'est les bourses familiales dont bénéficient des familles démunies théoriquement, même si la pratique peut en être autre. Voilà. Enfin, aujourd'hui, si on parle de croissance, de développement, de la technologie, de la science et de la technologie, on est arrivé à fabriquer des armes chimiques qui menacent carrément la vie sur Terre. Voilà, donc pour ne pas être trop long, j'ai ébauché quelques effets, tout en sachant que la liste ne peut pas être exhaustive. On peut encore retenir encore et encore d'autres inconvénients. Et c'est pourquoi d'ailleurs, depuis l'épuisement des ressources, Decaux comme solution se disait, comme j'ai l'habitude de le faire dans mon cours, face à la surexploitation des ressources, il y a Decaux qui parle même de la théorie de la croissance zéro, qui pense qu'il faut arrêter la croissance à cause de ses effets néfastes sur les ressources, surtout pour préserver les générations futures, tantôt je le disais. C'est pourquoi de plus en plus on œuvre pour le concept de développement durable ou sustainable. Un système de développement dans lequel les générations actuelles vont certes exploiter les ressources, mais de façon rationnelle pour ne pas porter préjudice aux générations à venir. Voilà en grosso modo les effets que je retiens par rapport à la croissance économique. Allez, bonsoir.